Si on laisse faire ça, c'est fini. L'humanité, elle n'existe plus. Vous voulez ça pour vos enfants? Alors, est-ce que Platon était un réactionnaire vraiment hyper coincé du cul? Je pense pas. Je suis psychologue, c'est pas ma D'accord? première formation. Je pense que c'est important par rapport à ce qui nous anime, parce que ma première formation c'est en latin grec et en philosophie morale et politique. Et si j'avais pas ce bagage-là, en fait, je pense que j'aurais vraiment peiné dans l'étude de la perversion de ces textes. Je parle de ces textes, hein, parce qu'après, sur la vie psychique de l'enfant, je veux dire, bon, ça a été ma première spécialisation en psycho, mais maintenant, il y a des gens qui sont vraiment très experts là-dedans, comme dans le collectif de professionnels qu'on a constitué. Mais je dirais que moi, ma particularité, en tout cas, c'est d'être effectivement spécialiste du harcèlement, de la manipulation. Donc ça, j'écris beaucoup sur le sujet, j'ai beaucoup euh, enquêté dans des entreprises, vu comment les choses se mettaient en place et marchaient. Donc en fait, on va dire l'expérience de la perversion, de la manipulation, de la paranoïa et des contagions justement délirantes, comment finalement un collectif devient complètement fou. Ça, j'ai beaucoup d'expérience clinique là-dedans. Mais on va parler des textes, parce que là, moi, ce qui m'a alerté gravement, ce sont des textes internationaux. Ensuite, on peut parler de comment ils se mettent en place en France, mais enfin, de toute façon, c'est mondial. Hein, donc, et en fait, je n'aurais pas eu euh, cette maîtrise du langage, je vais le dire comme ça, cette maîtrise du langage, et j'ai fait beaucoup d'études aussi sur mes travaux sur la paranoïa, etc., sur comment en fait on manipule le langage pour manipuler les gens. Et en fait, voilà. Et donc, ces textes sont gravement vérolés. Alors, je dis ces textes, c'est quoi ces textes? On a un texte notamment qui s'appelle la Déclaration des droits sexuels, qui est un texte international du planning familial. On a d'autres textes de l'OMS et on a un texte plus européen qui s'appelle les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Moi, je me suis concentrée beaucoup sur ces deux textes, même en trois langues, tellement j'avais l'impression d'halluciner en fait en français. Donc, je suis allée voir en espagnol, je maîtrise l'espagnol, l'anglais, je maîtrise un peu moins, mais bon, quand même, je suis capable et surtout, bon, étant formée par le latin et le grec à l'analyse de texte, je sais très bien que quand on va dire une personne, normalement, ça doit vouloir dire la même chose tout au long du texte. Hein, c'est pas l'enfant est une personne à un moment et puis à un autre moment il n'est pas une personne. Donc à un moment donné, le texte il doit s'analyser dans sa globalité et dans son détail. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très mélangé et de très problématique euh, et, qui, euh, et qui fait intervenir différents lobbies. Je trouve qu'une civilisation, à partir du moment où elle part en crise, hein, elle va s'attaquer aux plus vulnérables et elle s'attaque en particulier aux enfants. Donc il faut faire très attention. Et puis on avait quand même repéré beaucoup de dysfonctionnements déjà en France au niveau de la protection de l'enfance. On a écrit un livret blanc pour la présidentielle, etc. Donc j'ai alerté plusieurs collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler sur ces textes. Et puis au début, je me suis heurtée à une sorte de déni en fait. Mais moi-même, hein, j'ai mis plusieurs mois à analyser ces textes. Je vous expliquerai après comment ils sont ficelés, alors que je suis habituée. Je veux dire, je suis habituée aux manipulations, je suis habituée à faire des rapports, je fais aussi des rapports, des fois pour des dossiers en justice, j'ai fait des rapports énormes pour des entreprises. C'est mon métier, je suis habituée. Et ben, même moi, je me suis retrouvée avec des espèces de nœuds au cerveau que j'arrivais pas à dégoupiller, que j'ai mis plusieurs mois à dégoupiller. Les gens, ils disent non, mais c'est abstrait, ce qui compte, c'est ce qu'on met en pratique. Non, pas du tout. Enfin, à un moment donné, si on n'a pas du tout pensé les choses correctement, ce qu'on va mettre en pratique, ça ne va pas fonctionner. On s'est rendu compte de l'ampleur de ce qui était mis en place à notre insu. C'est-à-dire que jamais nous n'avons été consultés, nous, professionnels de santé mentale de l'enfance, pour aucun des rapports. Je veux dire, et je parle des plus grands experts, pédopsychiatres, psychologues de l'enfance en France. Donc on a été mis sur la touche depuis des années, les concepts ont évolué, c'est-à-dire là où on faisait de la prévention avant, ben ça a évolué vers cette histoire de droit sexuel, ni vu ni connu, avec une infiltration, des citations de référence aux standards pour l'éducation sexuelle en Europe, comme si c'était un document de référence, qui n'a jamais fait l'objet de débats d'experts.
En fait, on a plein de gens maintenant qui forment, éduquent à la sexualité des enfants. Donc, c'est des nouveaux métiers avec des nouveaux circuits. Formation éducateur à la sexualité, cours sur la base de textes qui, notamment, vont s'appuyer sur une psychanalyse complètement interprétée. Enfin, moi, j'ai l'impression de me retrouver. En plus, j'ai fait mon débat de philo sur Nietzsche. Et j'avais notamment étudié comment les nazis avaient vérolé les textes de Nietzsche pour faire passer leur idéologie. Pour resituer, le document qui me paraît le document majeur, Racine, c'est cette déclaration des droits sexuels. C'est un document sur lequel vont s'enraciner d'autres ramifications, dont l'éducation sexuelle des enfants. Mais ce document, j'en ai fait l'analyse détaillée, littérale, dans mon livre, L'imposture des droits sexuels. Et effectivement, c'est un document, quand vous le voyez au début, même moi, hein, surtout dans sa version résumée, vous dites « Waouh, c'est super, vachement bien. Il y a plein d'idéaux, c'est magnifique. Magnifique, vraiment, là on va soigner les pauvres, les femmes ne vont plus être opprimées, les homosexuels ne vont plus être persécutés, c'est magnifique. Et puis après, quand on prend la version longue et qu'on va dans le détail, et il faut bien comprendre que les gens se laissent avoir par 2 ou 3 belles phrases, c'est vraiment, vraiment le coup de la perversion. La perversion, c'est le bonbon empoisonné dans les contes. C'est ce qu'on dit aux enfants, n'accepte pas le bonbon, parce que le bonbon, il peut être empoisonné. Ça mélange tout. C'est-à-dire, ça mélange des catégories opprimées, des questions de la santé, la question du droit au plaisir sexuel. Oui, oui, non, mais c'est fondé sur la question du droit au plaisir sexuel. Donc ça mélange la santé, la question des minorités opprimées, la question des mariages forcés, la question oh oui, oui, non, mais tout en même temps. Hein. La question des persécutions contre les homosexuels et la question des droits sexuels. Donc, là-dedans, on a du mal à s'y retrouver parce que, bien évidemment, encore une fois, les personnes conscientes et normales, elles n'ont pas du tout envie que les homosexuels soient persécutés. Enfin, moi, c'est pas du tout. Moi, j'ai toujours soutenu toutes les populations vulnérables. Je veux dire, j'ai beaucoup de patients homosexuels, j'ai aucun problème avec ça pour en parler. Et d'ailleurs, pour parler de la confiscation aussi de leur pouvoir par certains lobbies. On se retrouve avec un texte à la fin où jamais n'est cité la prévention contre la pédocriminalité. Où l'enfant est assimilé à une personne qui a des droits sexuels, qui est responsable, citoyen, autonome, a quelque chose à dire de ses droits sexuels en fonction de ses capacités évolutives. D'accord? Jamais défini. Sachant que dans les droits sexuels, tout est centré sur la question du droit au plaisir sexuel. Le plaisir est central dans la vie de l'individu, plaisir sexuel, et donc le droit d'en faire l'expérience à n'importe quel moment ne peut être nié, ni quand, ni comment, ne peut être nié à personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui vient protéger l'enfant, c'est un droit qui vient dire celui qui veut faire l'expérience de son plaisir sexuel, il ne doit pas rencontrer de limites là-dedans. Il n'y a jamais aucune citation du terme pédophile, aucune citation du terme pédocriminalité. L'enfant est considéré comme consentant selon ses capacités évolutives. Et jamais n'est cité le terme mineur sexuel. Si on accole l'enfant avec droit sexuel, et je vais prendre une citation, les droits sexuels, c'est permettre à tous, je cite, enfants compris, de jouir de leur santé et de leurs droits sexuels. Donc, je reprends une citation, Alexis, parce que je crois que les gens, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dans ces textes. Toute personne, sachant que donc personne, c'est un enfant. Hein, je l'ai montré dans le texte, ils disent à un moment donné que l'enfant est une personne. Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle, ce qui implique l'opportunité pour chacun d'exercer le contrôle sur et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de chercher à explorer son potentiel sexuel et à faire l'expérience du plaisir
ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Enfin, je ne vois pas comment on peut m'expliquer qu'il y a une protection du mineur. Parce qu'il faut quand même expliquer, rappeler que la minorité sexuelle, c'est bien que l'enfant n'a rien. Rien n'a. Parce que c'est transgressif pour lui. Et j'aimerais bien qu'on revienne à Freud un petit moment, parce que Freud, il l'a théorisé ça, hein, qui est si instrumentalisé là-dedans, dans cette idéologie de la sexualité de l'enfant. L'enfant, il n'est pas sexualisé et il n'a rien à dire de sa liberté sexuelle, de son potentiel sexuel. Je ne sais plus là ce que je vous ai dit. Choisir ses partenaires sexuels, explorer son potentiel sexuel et faire l'expérience du plaisir. Donc le mineur sexuel, c'est bien celui qui n'a pas accès à ça pour sa protection, qu'on doit protéger de ça. On est dans le faux raisonnement. Parce que ça n'est pas relatif. La justice, ça n'est pas relatif. Ce qui est juste est juste. Ce qui est vrai est vrai. Et donc, le faux raisonnement, il vous amène à accepter l'injuste comme si c'était normal. Donc là, il y a des règles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a enlevé de l'instruction justement publique des enfants, où on leur apprenait avant à raisonner, c'est-à-dire à repérer les manipulations pour ne pas se faire manipuler par des discours, ça a été complètement retiré des écoles. C'est trop dangereux. Le raisonnement des droits sexuels, c'est celui-là. Les droits de tous sont des droits humains. Les droits sexuels, deuxième formule, ce qu'on appelle la mineure, les droits sexuels sont des droits humains, les droits sexuels sont les droits de tous. Donc, ça nous donne un raisonnement, si on prend l'équation, ça donne X est Y, Z est Y, donc Z est X. Et ça, c'est un faux raisonnement. Je remplace les termes. Une pomme X est un fruit Y, une banane Z est un fruit Y, donc une banane Z est une pomme X. Donc des droits sexuels arrivent à nous faire confondre une banane et une pomme. Le sophisme ici, des droits sexuels, c'est de confondre l'attribut et le groupe d'appartenance. Parce qu'on aurait un attribut commun, par exemple, tous ceux qui nous regardent ont des lunettes. Cela signifierait qu'on appartient au même groupe. Les myopes ont des lunettes, donc tous ceux qui nous regardent seraient myopes parce qu'ils auraient des lunettes. C'est faux. Ils peuvent avoir des lunettes, mais être astigmates, hypermétropes, n'importe quoi, mais pas uniquement myopes. Donc c'est une confusion sur que l'appartenance au même groupe peut créer nécessairement des attributs communs. Donc c'est en gros parce que l'enfant et l'adulte seraient des êtres humains, alors ils auraient exactement les mêmes droits. Et ça, c'est faux. En plus, il y a une autre perversion du raisonnement, c'est que là, on n'est pas dans un droit, on n'est pas dans la définition du droit. Le droit, il est censé limiter nos pulsions, justement, pour qu'on puisse vivre ensemble et faire qu'il y ait des interdits. Or là, il y a une confusion entre le droit et les besoins, et d'ailleurs, ils disent bien satisfaire les droits sexuels. Mais on ne satisfait pas la loi, on satisfait des besoins sexuels. Donc tous ces textes sont extrêmement verrouillés du point de vue de la logique, et je suis désolée, la logique, ça sert à quelque chose parce que ça sert à éviter là où on est, c'est-à-dire maintenant à justifier qu'on va enseigner la sexualité à des enfants. Donc c'est bien là, en tout cas, où moi je me situe, je dirais, c'est à dire il y a une imposture gravissime de raisonnement qui fait que on arrive à confondre à la fin la protection des mineurs avec l'exposition des mineurs. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne. C'est une des choses qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on vous met des termes qui sidèrent parce que ce sont des termes contradictoires, donc vous n'arrivez pas à le penser. Un des termes contradictoires, c'est effectivement droit sexuel. Le droit est censé restreindre les pulsions, et ça n'est donc pas un droit à une pulsion. On a éducation sexuelle, c'est la même chose. Éduquer, c'est conduire hors de l'état de pulsion. Donc on va en reparler. Oui, l'enfant a des pulsions sexuelles qui n'ont rien à voir avec ce qui est projeté dans ces textes. Mais alors, c'est délirant hein, ce qui est projeté dans ces textes. Donc éduquer, c'est conduire hors de l'état de pulsion. C'est pas éduquer à une pulsion. Éduquer au sexe. Donc ça, c'est des verrous. Pareil, santé sexuelle, c'est un autre verrou. Qu'est-ce que ça veut dire, santé sexuelle?
La santé, c'est global chez l'être humain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un déni de l'enfant dans ces textes. Un déni de l'enfant puisqu'il n'y a pas la minorité sexuelle. Et qu'on estime qu'il peut potentiellement être consentant. Moi, je ne sais pas. Mais c'est grave. Ça veut dire aussi que du coup, par ricochet, il y a un déni de l'autorité parentale. C'est comme ça qu'on en arrive à la fin, à avoir une éducation sexuelle obligatoire qui contredit la déclaration des droits de l'homme. Ça vient du sophisme, ça vient de des pommes sont des bananes. C'est-à-dire qu'on arrive à, parce que la déclaration des droits de l'homme, elle dit bien dans son article 26 que les parents, parce qu'ils ont l'autorité parentale, ont le droit de choisir par priorité le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ça veut dire, on va mettre les pieds dans le plat, ça veut dire que si les parents, ils ont aussi envie de donner une éducation religieuse à leurs enfants du fait de leur culture et de leurs racines, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont le droit de le faire. Je vais prendre d'autres citations concernant les États. Comme pour les autres droits humains, donc on voit toujours cet amalgame vicieux, les États ont l'obligation de respecter, protéger et satisfaire les droits sexuels de tous. Dans les droits sexuels, il y a la question de l'éducation sexuelle des enfants. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, je regarde du point de vue du droit international. Moi, je ne suis pas juriste et c'est pas de ce point de vue-là que je vais parler, mais je vais parler du point de vue de la philosophie du droit. Du point de vue de la philosophie du droit, il est quand même étonnant qu'un texte écrit par un planning familial international en vienne à imposer des choses aux États et donc imposer également des mesures juridiques. Nul ne fera l'objet d'exécution judiciaire ou extrajudiciaire, etc., etc. Ça veut dire que les États n'ont plus le droit de juger parce que ça va persécuter les droits sexuels. Il est évident que puisqu'il n'y a pas de mesures données contre la pédocriminalité, si la pédocriminalité est considérée comme une orientation sexuelle comme une autre, alors le pédocriminel, il a des droits sexuels. Si ça n'est pas ça qui a été voulu dire, il faut le rectifier tout de suite, parce que c'est ça que le texte veut dire. Surtout que le texte dit que il est malvenu de discriminer par l'âge. C'est-à-dire, discriminer par l'âge, c'est-à-dire considérer que l'enfant a un statut d'enfant. Et ensuite, on a une autre citation concernant les États, l'obligation de satisfaction, donc maintenant ils doivent satisfaire la déclaration des droits sexuels, requiert des États qu'ils adoptent des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles et toute autre mesure appropriée visant au plein exercice de ces droits. Tout le monde va devoir s'aligner et coopérer pour les droits sexuels, y compris les entités religieuses. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, à vrai dire. À voir que le Vatican commence à faire l'éducation sexuelle avec des catholiques qui trouvent ça très bien, quand le Vatican, sa fonction, c'est censé, je ne sais pas, en tant qu'institution, conserver les bases, enfin, je ne sais pas, les principes de la religion chrétienne. Et donc là, ils reviennent même sur les principes de chasteté et ils font l'éducation sexuelle. Alors évidemment, c'est enrobé avec de l'amour, etc., mais c'est le même délire. Depuis quand éduque-t-on les enfants à la sexualité? Et on peut me raconter ce qu'on veut. Alors maintenant, en plus, on a un nouveau terme qui est éducation sexualisée des enfants. Alors, soit on ne parle pas le même langage, et là, il va falloir s'entendre sur les mots, et c'est certainement pas moi ou nous qui allons revoir notre langage, mais eux, soit il y a un vrai problème. Les États, ils peuvent dire non, mais nous, on ne s'appuie pas trop, c'est juste des documents de recommandation, on ne s'appuie pas trop dessus. Ces textes disent ceci, et en l'occurrence, s'ils disent ceci, ils doivent être supprimés. Une idéologie, c'est une croyance érigée en certitude. Aujourd'hui, l'idéologie, c'est quoi? C'est l'enfant est sexualisé dès la naissance. Et on va utiliser Papa Freud pour justifier ça, alors qu'il a dit tout le contraire. 3 essais sur la théorie sexuelle de Freud. D'accord? C'est là où il parle de l'enfant pervers polymorphe, etc., qu'on lui met tout le temps dans la figure. Que dit Freud, si je retrouve le passage? Il dit, dans cet ouvrage,
que l'enfant est aux prises avec des pulsions sexuelles, qui ne sont pas des pulsions sexuelles adultes, hein, entendons-nous bien. Je vais essayer de dégrossir tout ça parce que quand je vois comment Freud est utilisé dans les travaux, y compris en France, dans des soi-disant textes de référence, j'ai les cheveux qui se hérissent sur la tête. Les pulsions sexuelles, c'est plutôt des pulsions libidinales, c'est-à-dire de désir, par exemple, qui peuvent être aussi de prendre les jouets de son voisin, de tout détruire, etc. D'accord? Ces pulsions doivent être, selon Freud, canalisées par l'éducation. Et il dit même que l'éducateur, sa fonction, c'est de réprimer, d'aider au refoulement de tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Il ne faut surtout pas que ces pulsions soient éveillées par l'adulte ou soient sollicitées ou stimulées. Et venir parler de vulve et de pénis à des enfants, c'est stimuler. À un moment donné, on va mettre les choses au clair. Parce que quoi? Parce que ça créerait des sensations de déplaisir et de trauma chez l'enfant. Il dit bien, il faut édifier des digues psychiques qui sont le dégoût, la pudeur et la morale. Voilà ce que dit Freud. Donc, alors, ces types qui viennent nous expliquer le développement psychosexuel de l'enfant à partir des stades oraux de Freud n'ont absolument rien compris et n'ont rien lu de Freud. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Cette énergie première, en fait, qui est une énergie libidinale, l'éducation, elle va la contenir. Pourquoi faire? Pour créer quelque chose qui s'appelle la sublimation, c'est-à-dire une transformation de l'énergie pour que l'enfant apprenne à mettre cette énergie au service d'œuvres de civilisation. Ça, c'est ce que dit Freud. Et c'est Freud qui a théorisé notamment ce qu'on appelle la période de latence. La période de latence veut dire que l'enfant n'est pas du tout, il ne faut surtout rien amener de la sexualité puisque lui-même est en plein refoulement. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à apprendre les relations sexuelles aux enfants. On se rend compte qu'il est mis en place exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Alors, l'inverse de ce qu'il faudrait faire, ça, Freud l'a très bien théorisé, ça s'appelle la perversion. L'enfant, pour Freud, est sexué, il a des pulsions sexuelles qui n'ont rien à voir avec la sexualité adulte, sont des pulsions libidinales. Et tout l'objet de l'éducation, comme il le dit, c'est absolument d'introduire ce refoulement, refoulement de quoi? Des pulsions. C'est-à-dire, on ne va pas aller taper son voisin, on va apprendre à différer, on va apprendre... Et justement, il dit bien dans ce même petit livre, Freud, utilisé pour nous expliquer que l'enfant est sexualisé, il nous dit que si on sexualise l'enfant et qu'on ne respecte pas par l'éducation la construction de ces digues, que sont le dégoût, la pudeur et la morale, l'enfant sera inéducable. Il ne pourra plus être éduqué. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, on me dit en France, oui, non, mais c'est pas ça, les cours d'éducation sexuelle, t'as mal compris, etc. J'ai mal compris? Si, c'est ça. D'abord, premièrement, on reçoit des témoignages. Secondo, on a les textes officiels. Troisièmement, de toute façon, le fait de pénétrer dans une classe à 6 ans, 7 ans, et maintenant pour nous, le grand plan santé sexuelle dit à l'éducation maternelle, le fait de pénétrer dans une classe, soi-disant, il laisse les enfants parler d'abord. Alors, je vais l'expliquer. Effectivement, ils vont rentrer dans la classe peut-être, et puis ils vont dire, bon alors on va parler de la sexualité. Déjà, c'est une induction. On est en public. Ça veut dire quoi? On fait ça, nous, dans des entreprises? On arrive, on va parler de la sexualité. Vous avez des questions? Voilà. Donc, on est déjà en train d'induire. Donc, ces gens-là ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'induire des choses. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Tous les enfants ne sont pas au même niveau de développement. Il y a des enfants qui sont déjà... Effectivement, il y a des enfants qui voient des films porno chez eux. Ça, il faudrait peut-être s'en occuper. Effectivement, voir comment est-ce qu'on les protège de ça. Donc, le gamin, il va poser ses questions. Lui, il a certainement vu des trucs à la maison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le plus, entre guillemets, avancé, va poser des questions pour tous les autres élèves qui ne sont pas en capacité, en maturité. La question, c'est quelles sont les racines de tout ça et sur quoi ça s'amarre. Si ça n'est pas bien amarré, même les meilleures personnes vont faire n'importe quoi. Donc, on reprend les bases, on reprend les racines. Un arbre qui a des racines pourries, ça ne grandit pas. Moi, je reviens à des trucs basiques. Donc, ces textes, ce sont des racines, ce sont des textes racines.
sur lesquels on construit maintenant les programmes d'éducation sexuelle, qu'on nous dise que ce soit des recommandations qu'ils adaptent, ils n'adaptent pas, de toute façon, ils ne font pas venir les psys, hein, donc, ou très peu, enfin, en tout cas, nous, on n'est pas au courant. Donc, la vie psychique de l'enfant a l'air d'être le cadet des soucis de ces gens-là, en tout cas, et les droits des parents également. Quand on a un ministère qui autorise un site internet comme chez nous à montrer, je crois que c'est alors ils disent, je sais plus, 6 ou 7 positions vaginales et les 3 positions anales à des enfants de 12 ans et que c'est autorisé par le ministère, je ne crois pas qu'on est dans la prévention. J'ai une collègue qui m'a dit, revenons à la définition de la pornographie, c'est ce qui est obscène. Eh bien là, il y a une majorité de supports dans ces trucs-là qui sont obscènes. Et de toute façon, euh, euh, moi, encore une fois, je me situe du point de vue de l'analyse racine des textes, parce que je crois que c'est là le problème majeur et qu'il faut partir de là, parce que ça concerne tous les pays. C'est-à-dire que je crois aussi que si on est sur des résistances intra-pays, c'est très problématique. C'est quelque chose d'international, donc ça doit concerner les gens à l'international. Encore une fois, j'ai lu ces textes en 3 langues, parce qu'aussi on m'a dit par exemple, oui, t'as pas compris, parce que dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, l'enfant, il est dit partenaire de l'adulte dans une éducation sexuelle participative. Je cite. On m'a dit, non, mais t'as pas compris, partenaire, ça veut pas dire ça. C'est les anglo-saxons, ils ont une manière de dire ça. Ça veut pas exactement dire ça pour eux, etc. Bah d'accord, je suis allée voir le texte en anglais. Et ben, c'est le même terme qui est utilisé pour le partenaire des relations sexuelles. Dans le même texte. Encore une fois, l'éducation sexuelle n'est qu'un volet des droits sexuels. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant, il a donc le droit, encore une fois, à réclamer son genre euh, et voire à faire ses éventuelles modifications transgenres contre les parents, puisque c'est son droit sexuel. Il faut que les gens aient conscience de ce qu'il y a dans les textes. On a une possibilité à un moment donné, en tout cas de lecture de ces textes, qui n'est pas contredite sur le fait que l'enfant puisse éventuellement avoir des partenaires sexuels, se marier et pourquoi pas changer de sexe. Il parle bien du terme enfant, il n'y a pas de limite d'âge qui est posée, d'accord? Et puis, de surcroît, normalement, l'autorité parentale fait que l'enfant n'a pas de droit autre que celui d'être protégé par ses parents et par tout adulte. Cette éducation sexuelle n'est qu'un volet important, hein, mais c'est un petit volet des droits sexuels, que cette éducation, qui aussi comprenne les droits reproductifs, hein. Le droit à la reproduction, ça veut dire aussi, derrière, il faut entendre hein, que tout est lié. Hein. Le trafic des bébés, la vente des bébés, l'achat des bébés. Il y a aussi la question du consentement supposé de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, la perversion, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Consentement supposé de l'enfant, ça veut dire que à partir du moment, c'est très facile de manipuler un enfant. Je veux dire, c'est pour ça qu'il n'a pas de consentement au niveau du droit. Il n'a pas de consentement parce qu'il doit être protégé par des adultes. Parce que c'est très facile d'obtenir un oui d'un enfant. C'est vraiment pas compliqué. Et même qui répète qu'il a été d'accord. Cette éducation sexuelle, elle ne concerne pas que l'éducation nationale. Il faut que les gens soient conscients que ça concerne toutes les structures socialisantes de l'enfant dès 0 ans. Je dis 0 ans parce que c'est comme ça que les formulent les standards, c'est-à-dire en déshumanisant la naissance. Bah oui, forcément, puisque de toute façon, ils vont enseigner les bébés sur mesure à partir de 15 ans. Ça veut dire des bébés qui n'ont pas été dans le ventre de leur mère. Donc, des bébés qu'on fabrique. Après, on achète en sous-sol ou en magasin, et puis après, on les achète. Et si on a les yeux bleus, les yeux verts et les machins, on fera comme ça. On est sur on est sur une position extrêmement grave que les Grecs anciens appelaient la démesure, c'est-à-dire quand l'homme se croit calife à la place du calife. Il se croit complètement tout puissant, capable de s'auto-engendrer, de quitter ses racines, de dénier ses parents, sa généalogie, et n'importe qui peut, dans l'indifférenciation la plus complète et la confusion la plus complète, peut aller avec n'importe qui, se reproduire avec n'importe qui, même si la nature ne le permet pas. Ça, c'est le chaos total et c'est un nom en psychiatrie, ça s'appelle la psychose paranoïaque. Et Freud en a parlé.
je- je- Freud en a parlé, hein, aussi, de l'homme qui est dans le délire tout-puissant, ça s'appelle le cas Schreber. Alors j'aimerais bien savoir si ces gens-là souscrivent à ça aussi, hein, puisque du coup ils nous citent, ils nous rabâchent Freud. Donc le cas Schreber, c'est l'homme qui se prend pour Dieu, qui se prend pour une femme et qui se prend pour la femme de Dieu. Je dis là, si on laisse faire ça, c'est fini, l'humanité n'existe plus. Vous voulez ça pour vos enfants? Est-ce que les gens veulent ça pour leurs enfants? Donc l'éducation sexuelle, elle concerne toutes les structures socialisantes à partir de 0 ans de la naissance. Qu'on m'explique comment l'éducation sexuelle du nourrisson va se faire à la maternité. Donc ça veut dire c'est une éducation multidisciplinaire, c'est-à-dire que ils croient les gens qui vont pouvoir avoir un cours comme ça dédié, on va dire que c'est le lundi de 10 h à 12 h. Non, c'est multidisciplinaire, ça pourra être fait à n'importe quel moment, dans n'importe quelle discipline. Ça, c'est écrit dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. En gros, si le professeur de français, il a envie, et ça le branche là de faire l'éducation sexuelle, il fait l'éducation sexuelle. Moi, personnellement, je considère que nous sommes non pas des êtres sexuels, mais des êtres spirituels, parce qu'à un moment donné, c'est l'un ou l'autre, hein. Soit le cerveau, il est au niveau de l'esprit, soit il est au niveau des parties génitales, hein. Ça, c'est de tous les temps, l'être humain, il est comme ça. Moi, je considère qu'on est des êtres spirituels. Une dame qui ne comprenait pas comme ça, pourquoi? Je lui disais que le Vatican ferait mieux de dénoncer ces textes de droit sexuel que de faire l'éducation sexuelle, parce que ça contredit l'éducation spirituelle. On fait l'un ou l'autre. En colonie de vacances, bah aussi. Voilà. Donc, il va en fédération sportive. Le gamin, il va au karaté, ben, peut-être ce jour-là, il aura le cours d'éducation sexuelle. On est face à une nouvelle science, entre guillemets, de scientistes, euh, dont le premier principe est l'enfant est sexualisé dès la naissance. Et à partir de là, ils vont dérouler une pseudo-science. Moi, je ne sais pas, mais c'est une conception totalitaire et idéologique. En plus, en s'appuyant sur Freud, quoi. Comme les nazis se sont appuyés sur Nietzsche, alors qu'ils n'ont rien compris à ce qu'il a dit, du surhomme, qui est en réalité intégrait la femme aussi, puisqu'il n'était pas misogyne comme on le pense, et qui disait plutôt que c'est l'individu qui arrive à se dépasser lui-même par rapport à ses propres tourments. Donc on arrive et on inverse complètement le truc et on fait dire à Freud l'inverse de ce qu'il a dit, quoi. Ça s'appelle la perversion. Et là, on nous propose une société de la jouissance. On ne nous propose pas, on nous impose. On nous impose une société de la jouissance sans entrave. Qui va profiter à qui? Qui va profiter à qui? Parce qu'encore une fois, l'enfant sexualisé est inéducable. Une fois qu'on a excité les enfants en leur parlant, c'est-à-dire qu'on les a effractés, hein, sur le plan traumatique, en leur parlant de vulve, de pénis et de relations sexuelles en classe, en leur disant en plus qu'il faut qu'ils utilisent les bons mots, ça veut dire qu'on est en train de casser tout leur imaginaire, tout leur fantasme. Or, on a absolument besoin, l'enfant a besoin de construire la fonction du fantasme, la fonction de l'imaginaire, la fonction de se raconter des histoires. Qu'est-ce que ça fait qu'il pense que l'enfant est né par les cigognes dans les choux? Ça dérange qui? Mais c'est pour ça que moi je dis retour au texte. Retour au texte. On nous dit c'est pas ce qu'on fait en pratique. Eh ben, de toute façon, votre pratique, elle doit être arrimée sur des textes. La sexualité adulte, pour moi, c'est du domaine du privé, donc chacun fait ce qu'il veut, je n'ai même pas à le savoir, et c'est donc pas du domaine du droit, c'est du domaine du privé. C'est même pas l'État, il a à s'en mêler de ce qui se passe dans le lit de chacun et de chacune. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il n'atteint pas à autrui et qu'il ne touche pas aux enfants. Alors, à moins qu'ils changent les textes, mais nous, les textes qu'on a aujourd'hui de ce grand plan du 30 mars 2017, c'est l'éducation sexuelle à partir de la maternelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Qui a dit que c'était bien? Pour qui? Pourquoi? Qui a dit que que ça allait prévenir les grossesses précoces? Où peut-on voir ces études-là? Sur quel biais méthodologique? Quelle population a été entendue? Combien? Est-ce qu'il y a eu des études en double aveugle? Etc. Voilà ce qu'on veut, nous. De la science, pas du scientisme. C'est de l'idéologie qui arrive sur les enfants. Et que c'est idéologie, pardon, qui vise à leur dire, je vais citer les standards, parce que si ces textes existent, et de toute façon ils sont cités dans différents sites, en tout cas en France, de décideurs, hein, donc ils existent bien, et puis ils existent aussi, c'est pour l'Europe, hein. Si ces textes existent, c'est bien pour une raison. Donc,
qu'on m'explique ce que sont dans ces textes les déterminants sociaux et culturels qu'on va apprendre à l'enfant dès le plus jeune âge. En fait, on va lui apprendre que tout est relatif. Et on lui apprend aussi les droits sexuels, c'est-à-dire on lui apprend la déclaration des droits sexuels que je vous ai citée. Ça, c'est dans le cours. Il va y avoir des modules d'évaluation. Donc, dont je vous ai cité quelques passages. Donc ça va être appris aux enfants, à l'insu de leurs parents. Je dis aux gens, allez vérifier tout ce que je dis. Vérifiez tout ce que je dis. Ayez conscience des processus manipulateurs. Ce n'est pas parce qu'on vous dit, le gars, il vous dit qu'il vous aime et il vous tape en même temps. À un moment donné, ce qui compte, c'est qu'il vous a tapé. C'est pas qu'il vous dit qu'il vous aime. Hein, donc là, c'est ce qui se passe dans ces textes-là. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, je dis, 3 gouttes d'arsenic dans le texte, on doit le mettre à la poubelle. Il s'agit des enfants. Alors là, il y a plus que 3 gouttes d'arsenic. Hein, il y a du poison à haute dose. Nous ne sommes pas des complotistes. Les textes existent. Ou alors complotiste, ça veut dire que nous dénonçons effectivement qu'il y a un complot là. Parce que là, je crois que oui, il y a un complot. Intentionnel ou pas. Hein, mais, et puis on me dit, oui, mais il y aura un complot pédophile. Mais évidemment, enfin, je veux dire, il y a des lobbies pédophiles qui existent depuis des années. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est la légalisation de la pédophilie. Il faut être comme sacrément naïf pour croire que ça n'existe pas. Enfin, moi, je trouve ça gravissime. Je trouve ça gravissime que le planning familial français, mais en même temps, je ne leur jette pas la pierre. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens très bien qui travaillent dedans. Je voudrais quand même le dire. Il y a des gens très très bien qui se font manipuler, qui n'iront jamais faire le travail colossal que j'ai fait d'analyse littérale des textes, colossal, atroce, parce que ces textes sont atroces, et extrêmement manipulateurs. On est vraiment à un point de non-retour. C'est maintenant que ça se passe. Quelle humanité on fabrique? Ou quelle inhumanité on fabrique? On accepte le trafic de bébés? On l'accepte ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Qu'est-ce que c'est que la naissance? Sommes-nous créateurs de tout? Sommes-nous destructeurs de la nature? Soit on est aux prises avec ces bas instincts, effectivement, qui fait l'ange fait la bête et on va devenir des bêtes. Voilà. Soit on transforme ces instincts et qu'est-ce qui libère? C'est l'amour. Ça, c'est dans le banquet de Platon. Alors, est-ce que Platon était un réactionnaire vraiment hyper coincé du cul? Je ne pense pas. Il y a des pays laboratoires. L'Europe est un laboratoire pour le reste du monde. Les gens doivent entendre leur responsabilité, notre responsabilité au regard du reste du monde. Et je dirais la responsabilité de la France, parce que la France a toujours été, bien ou pas bien, c'est comme ça, une espèce de modèle pour le monde. Nous avons une responsabilité énorme. Donc, encore une fois, dans quel monde on veut vivre? Et tous ceux qui disent, qui banalisent, qui minimisent ou qui dénient ont une responsabilité. Et notre responsabilité, encore une fois, c'est une question morale, et c'est une question de conscience, et c'est une question qu'à un moment donné, on devra rendre des comptes. Que les gens se rendent compte que si ils acceptent ça, et qu'ils acceptent l'endormissement dans lequel on les met, ils vont se retrouver dans une situation où pour faire valoir les droits sexuels de leurs enfants, on leur arrachera leurs enfants. Qu'ils se rendent compte de ça. Et je dis ce que j'ai à dire sincèrement par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Et encore une fois, je me réveille tous les jours le matin en me disant « mais j'aimerais tellement avoir tort sur toute la ligne ». J'ai écrit L'imposture des droits sexuels, ça s'appelle comme livre. Là, justement, je mets en ligne une deuxième édition augmentée avec l'étude des standards, puisqu'il y a 2 parties dans ce livre. Il y a une partie justement sur les dérives déjà existantes en France, des exemples. Mais pour ceux qui sont dans d'autres pays, c'est pareil. Hein, donc, c'est pareil, c'est le même truc. Et l'analyse littérale de la Déclaration des droits sexuels, donc là j'ai rajouté les standards. J'ai publié ce livre de façon complètement indépendante, sans éditeur, sur Amazon. Donc il ne se trouve que sur Amazon. Alors là aussi, je reçois des critiques. J'adore les gens qui vont me dire « oui, mais Amazon, nanana, c'est une entreprise, ceci, cela. » Ok, oui, tout à fait. Maintenant, en même temps, c'est le seul endroit où moi, je peux avoir être assurée de ne pas être sous la dépendance d'un éditeur. Donc, excusez-moi de publier sur Amazon. En même temps, l'éditeur, il l'aura fait de toute façon, hein, de publier le livre sur Amazon aussi. Donc, ce n'est qu'un distributeur Amazon sur lequel donc on peut trouver le livre
brochet ou en Kindle. Voilà. Et il ne se trouve que là, donc il ne se trouve pas en librairie, précisément parce que j'ai voulu conserver en fait l'intégralité de mes droits d'auteur sur ces textes en prévision d'éventuelles surprises que j'avais pas envie d'avoir. Hein, puisque quand on a un éditeur, on cède ses droits d'auteur.